Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King Energy, bonjour le King. Bonjour Guillaume, comment vas-tu ce matin? Bah ça va très bien, un petit peu fatigué, mais pas autant que toi je pense, parce que là le King ne s'arrête pas. Vous rendez-vous compte, Arès le 11 décembre prochain, d'ailleurs n'hésitez pas, il reste quelques petites places disponibles. Ensuite il y a Cyril Gane, et puis ensuite les échéances se poursuivront, parce qu'il a teasé la semaine dernière quelques événements pour 2022, et 2023, bah là le calendrier sera surchargé avec quasiment 2 Arès par mois quand même. Absolument. Il y aura plus de descente. C'est- Il y aura plus, ou on va dire, il y aura plus de remontée en termes de temps de repos. À partir de maintenant, je pense que c'est la descente aux enfers et ça va pas arrêter de descendre. Dans le sens où on va, on va mettre quelque chose de bien pour le 11 décembre là, sur Arrest, donc ça nécessite pas mal de boulot. Et ensuite, il y aura, en parallèle de ça, on est en train de préparer le 22 janvier de manière très sérieuse, même s'il y a du tapage hors salle d'entraînement, mais en réalité, dans la réalité, à l'intérieur de la salle d'entraînement, on bosse comme des fous furieux pour le 22 janvier. Et puis ensuite, ça va salement enchaîner. C'est-à-dire que il y aura, on a déjà fini la phase 4 d'Ares 3, Ares 4, et ça va pas arrêter jusqu'à la fin de l'année où il y aura quasiment tous les mois à Ares. Ça veut dire qu'on bosse à flux tendu. Et, euh, et donc, voilà, ça fait que c'est assez chargé quand même. Il n'en peut plus. Alors donc cette semaine il n'y avait pas d'UFC, donc on va parler un petit peu des sujets du moment bien évidemment, qui sont assez nombreux comme à chaque fois sur la planète MMA, et Fernand va directement répondre à vos questions aussi. Donc là déjà il y a l'officialisation de Dariush contre Islam Makhachev. Est-ce que toi c'est un combat qui t'intéresse ou tu dis déjà perdu d'avance finalement pour Benil Dariush? Non, on peut pas dire ça. Il y a de fortes chances, de très très fortes chances qu'il perde le combat. Mais sait-on jamais. Il a une bonne patate et puis c'est toujours intéressant, c'est souvent intriguant ce genre de combat. Euh, je ne vois pas Darius finaliser Makhachev, donc je ne sais pas comment il va le battre. En soumission, c'est pas possible. Il a un très bon sol, Darius, mais je ne le vois pas finaliser Makhachev. Je pense que même si il réussissait à placer des soumissions, Makhachev s'en sortirait. Debout, je vois Makhachev le battre Darius en boxe, malgré la puissance qu'il a Darius. Je pense que Makhachev au-dessus. C'est un combat intriguant. C'est intéressant. C'est quoi la team de Darius avec le Brésilien Cordeo? C'est quoi la team déjà? Oui. Raphaël Cordeo. Oui, oui. Ouais, euh, Ah. bah voilà, je sais que c'est une très bonne team où il y a une vraie analyse du game plan, il y a une compréhension du MMA. J'espère qu'ils vont faire un bon taf. C'est la même team que l'Italien Vettori. Exactement. Euh, Kings MMA, voilà. Kings MMA. Donc Kings MMA versus AKA Ça t'embête avec pas d'ailleurs qu'ils appelaient ça Kings MMA? je te fous de ma gueule, là. Mais non, pourquoi tu veux que ça m'embête? C'est toi qui cultive la rumeur selon laquelle je me serais surnommé King, c'est ça? Pas du tout, Franchement, pas du tout. franchement, c'est pas correct de votre part, tu vois, c'est pas correct. Non, Parce qu'en d'ailleurs, réalité, en plus, on l'avait dit dans un podcast, l'origine du King, c'est qu'avant, tes élèves t'appelaient tonton, ensuite ils se sont mis à t'appeler King, et voilà. Et puis, petit à petit, ça a fait son nid. c'est ça. Et jamais de la vie, je me suis dit, oh, je me proclame le King. Je suis le King. Non, c'est pas ça. Donc, du coup, Kings MMA, ça existait très, très longtemps avant ce surnom de King. Et non, Raphaël Cordeo, très bon entraîneur. Il a été coach de l'année déjà plusieurs fois. Il pourrait faire quelque chose de surprenant, ça m'étonnerait, parce que après avoir été le coach, Habib est l'un des meilleurs coachs sur la planète Terre. Bon. Donc, gros match. Et pour toi, justement, Khabib, ce qui fait que c'est un grand coach, est-ce qu'il y a une grosse partie de ses accomplissements sportifs à la manière, un peu, tu vois, de Zinedine Zidane, où en soi, c'est peut-être pas le meilleur tacticien, mais il apporte quelque chose, une confiance, quelque chose de presque imperceptible qui fait que finalement ses élèves, ils se sentent portés en étant accompagnés par Khabib Nurmagomedov.
C'est possible, mais ce n'est pas que ça, c'est impossible. Ok. Tu peux pas avoir autant de bons résultats juste basé sur l'effet placebo. Hmm. Placebo a ses limites. Euh, j'ai des élèves qui croient salement en moi, mais il y a des combats où je vais aller, ça va rien changer, on va perdre le combat. Ça se saurait si je pourrais faire gagner tous les combats. La réalité nous rattrape toujours. C'est sûr que c'est très important la motivation, c'est très important l'état d'esprit dans lequel il va en combat en se disant j'ai un gladiateur à mes côtés, j'ai un coach de renommée à mes côtés, ça peut aider. On l'a vu hein, avec c'est un grand nom du MMA, c'est un grand coach du MMA, mais non, ça fait pas tout. Je pense sincèrement que Habib a une lecture du coaching très pointue. Je suis persuadé qu'il sait de quoi il parle et que moi, je vous parle pas de la lecture du compétiteur. Quand je dis il sait de quoi il parle, je vous parle pas du compétiteur qui a compris le MMA. Ça, c'est deux choses complètement différentes. Je vous parle du coach qui a compris la méthodologie, comment transmettre la didactique, qui met des process en place pour faire comprendre ce qu'il veut faire comprendre. Je pense que même s'il est très jeune dans son rôle de coach, ça va être l'un des coachs qui va marquer l'histoire. Wow. Wow, wow, wow. Et toi, à la différence de Khabib Nurmagomedov, tu n'as pas été champion de l'UFC quand tu étais combattant, et pourtant tu es devenu un excellent coach, l'un des tout meilleurs au monde. Selon toi, quels sont les éléments pour bien réussir cette passerelle, justement? Parce qu'il y en a pas mal, hein, des combattants qui passent à coach et qui n'ont pas un succès énormissime. C'est vraiment gentil. Bah arrête, Belle mais part. tu le sais. Arrête, arrête, arrête. Arrête Vaut mieux ça. que je ne le sache pas. D'ailleurs, Vaut mieux que je ne le sache pas. Mais non, oui, je pense que je suis un décent coach. Je pense que je suis un coach correct et que je gère. OK? Et donc, c'était quoi ta question? cette passerelle entre combattant et coach, tu vois, comment t'as fait pour justement réussir à switcher complètement et surtout très bien switcher? Dans mon cas, moi, c'est complètement mes échecs qui m'ont rendu meilleur coach. J'ai été traumatisé par tout ce que je pouvais avoir comme échec et j'ai noté tout ça très sérieusement et je me suis donné la règle de ne pas laisser ce que j'avais commis comme erreur ou ce que je n'avais pas compris arriver à mes élèves. Parce que en tant qu'élève, tu as cette lecture de jeu où on t'enseigne des choses et on te dit des choses et tu as l'impression que tu comprends, que tu appliques tout, mais tu ne sais pas encore. C'est que l'élève est à la position, il pense qu'il sait. Moi, je parle plus de ma carrière de... Là, je vais faire allusion plutôt à ma carrière de lutte. Euh, J'avais un coach très tôt dans ma lutte, Benjamin, qui est un éminent professeur, Benjamin Bollois, qui est maintenant au Canada. Et il y avait ce truc à la fin des combats de lutte, des grands matchs de lutte, où je menais très fortement au point 7-0, et puis j'allais perdre le combat bêtement sur une erreur où je me faisais tomber, ou voilà quoi. Et il y avait ce truc où je sentais le désespoir de son côté en mode, comment t'as pu faire là? Comment t'as pu faire? Comment t'as pu perdre ce combat? Je t'avais dit, t'as marqué assez de points, conserve, préserve, pose-toi, comment t'as pu perdre? Et je parle d'un moment où je suis dans l'adolescence, où je passe vers la phase adulte, et j'ai ce truc-là où je rentre chez moi, je suis grave déçu de l'avoir déçu, je suis grave déçu de moi, et je comprends même pas ce qu'il me veut. En gros, je rentre chez moi et je n'ai même pas compris ce qu'il veut. Je sais juste qu'il n'est pas content. Je sais que je ne suis pas content de moi, que j'ai perdu un match où on était en finale du championnat du Cameroun ou un truc comme ça. Enfin, et je suis déçu. Et à ce moment-là, il se pose plein de questions dans ma tête. Et quand je grandis, au fur et à mesure que je grandis, je me rends compte des choses. Mais beaucoup plus tard, des années plus tard,
je suis sur un match et puis je vais gérer le match et puis je vais faire tomber le gars et puis je vais marquer des points et puis je vais commencer à faire de la stratégie et au lieu de pousser, parce qu'en poussant, le mec qui est très technique peut tourner le dos et te faire basculer autour de hanche, je vais plutôt tirer la jambe au lieu de pousser. Je me mets à prendre le temps de mettre du réflexif dans ma manière de combattre et je dis, punaise, c'est pas possible. C'est ce qu'il essayait de me dire. Mais c'est fou, en fait, que ça prenne autant d'années chez des gens qui n'ont pas de fight IQ au final. Parce que c'est ça que je constate avec le temps, c'est que le fight IQ je ne l'avais pas et c'est ça qui fait que je fais un focal dessus et que je ne laisse pas mes élèves rester sans fight IQ. C'est une misère de rester sans fight IQ. C'est une galère. C'est terrible d'avoir toutes les qualités physiques, d'avoir tout ce qui est prérequis pour pouvoir gagner un combat, mais d'échouer parce que tu n'as pas mis le temps de réflexif, que le cognitif n'a pas pris le pas dessus et que tu ne poses pas ton problème et comprends et résous et tu te mets à résoudre un problème. Donc, moi, dans ma configuration, moi, c'est ce qui s'est passé. J'ai apporté simplement le truc de me dire, OK, je ne laisserai plus jamais que ça arrive à un jeune parce que mon coach était un excellent coach, mais il n'avait pas trouvé le moyen de me faire comprendre ce que je ne comprenais pas. Lui, c'est l'émetteur. Moi, je suis le récepteur. Au milieu, il y a un décodeur qu'il faut. Si tu ne synchronises pas ton langage avec ton élève, au bout d'un moment, il peut terminer sa carrière sans avoir compris ce que tu essaies de lui dire. Et donc, du coup, je m'acharne à réfléchir à chaque fois comment donner à mes élèves la clé pour le décodeur, pour qu'ils puissent lire en clair ce que j'essaie de transmettre comme message, pour qu'ils ne loupent pas leur carrière en disant, mais je comprends même pas ce qu'ils racontent. Donc, je suis très attentif à ce qu'ils comprennent. Je suis attentif à lire les signaux qui me montrent. C'est des fois, ils font la tête comme s'ils te font croire qu'ils ont compris, mais je sens quand ils n'ont pas compris. Et je réfléchis au lieu de dire, c'est quoi ces mecs qui sont, je sais pas moi, pas intelligents et qui ne comprennent rien. Je vais plutôt dire, OK, comment je fais pour faire passer mon message? Enfin, j'ai déjà parlé dans une précédente émission des différentes manières d'enseigner avec la notion de VAK, V-A-K, V pour visuel, A pour auditif et K pour kinesthésie. En gros, le rayonnement des gens qui apprennent de trois manières différentes. Il y a des gens qui sont plus câblés sur le visuel et qui vont voir et apprendre, qui peuvent regarder une vidéo et apprendre. Il y a ceux qui sont calés sur l'auditif, qui ont besoin qu'on leur séquence l'explication et qu'on leur dise ce qu'on veut. Et puis, il y a ceux qui sont basés sur focalisés, câblés sur le kinesthésie et qui ont besoin de la sensation, de toucher, les yeux fermés, de sentir, de faire le mouvement. Et en gros, quand tu as une audience de personnes qui t'écoutent et que tu donnes un cours, il faut te rassurer que toutes les personnes, qu'elles soient sur le visuel, l'auditif ou le kinesthésique, aient capté ce que tu dis. Et ensuite, tu vas faire ce qu'on appelle GAG, qui est le GAG, Global Analytique Global. Parce qu'il y a des personnes qui veulent voir toute la technique déroulée d'un coup, et il y a des personnes qui ont besoin de voir la technique séquencée, démontrée sur plusieurs coups. Et là, tu as ce que j'appelle l'arrosage automatique. Je touche tous les canaux de communication possibles pour être sûr que mes élèves ont compris ce que j'ai envie de dire. Ben voilà, quelle expérience en tout cas. Donc voilà. Et d'ailleurs, quels sont les points pour toi qui font que qu'un coach est un bon coach? Les points essentiels sont, dans un premier temps, la disponibilité. Je pense que c'est la qualité première. La disponibilité. C'est d'ailleurs pour ça que les coachs sont relativement bons coachs ou pas bons coachs, en fonction des gens. Alors que pendant que je parle là, il y a des gens qui m'écoutent de l'autre côté de l'écran et qui se souviennent que je suis un très bon coach pour eux, parce que j'étais extrêmement disponible. Et il y a des gens qui, de l'autre côté de l'écran, pendant que je parle là, se disent, mais non, pour moi, il n'a pas été un bon coach, parce que pour moi, personnellement, il n'a pas été disponible pour moi. La disponibilité est la chose capitale. Il faut trouver, l'élève trouve son maître, le maître trouve son élève. Si l'élève a assez confiance au coach, le coach renvoie, c'est un peu
c'est de la réfraction, c'est de la lumière qui vient taper dessus et qui va rejaillir sur toi parce que tu lui donnes la confiance. Et donc, à partir du moment où tu veux que ton maître et ton professeur te fassent confiance, il faut que tu lui donnes une extrême confiance et qu'il ait envie de te refaire réjaillir la lumière que tu lui envoies en termes de dire, OK, il me fait confiance, je me retrouve dans le devoir de l'aider et de le soutenir et de lui faire confiance à son tour, vice-versa. Et en gros, quelles que soient les qualités qu'on a, si on n'a pas de la disponibilité pour la personne et qu'on ne lui donne pas son temps, c'est un peu compliqué. Il faut être très, très disponible. Pas forcément pour tout faire, pas pour enseigner, pas pour faire les pas d'os, pas pour tout, mais être disponible, parce que ça aussi c'est un problème, c'est que les élèves ne ressentent pas c'est quoi la disponibilité. Je peux être avec toi et moi je te donne ma disponibilité. Tu me dis, écoute, moi, pour que je suis ta disponibilité, Fernand, je veux que tu sois à 18h pour le podcast mardi. Si tu es là, je considère que tu es disponible. Je vais te dire, OK, Guillaume, je ne peux pas être là le mardi. Je peux être disponible pour toi le lundi. Ou ce que je peux faire, je peux te donner toutes les billes pour le podcast et ensuite tu vas le faire avec Polydomso en remplacement de moi. C'est de la disponibilité que je mets en place. Mais si tu ne le comprends pas et ne l'entends pas et tu ne te mets pas en mode usufruire le produit que je te donne et que tu t'obstines à vouloir prendre la disponibilité comme tu la considères toi comme étant disponibilité, on aura un conflit, on aura un problème parce que ça ne s'entend pas. Donc voilà, moi la qualité première c'est celle-là. Quand je dis disponibilité, c'est pas disponibilité de temps, c'est être prêt à écouter les gens. Le nombre de temps que je perds, moi, à mettre un point d'honneur à écouter les gens, c'est terrible. J'entre à ma salle de sport pour 2 heures d'entraînement et en gros, je vais entraîner 2 heures, mais autour de 2 heures, je vais perdre 4 heures parce que je vais perdre 1 heure à l'entrée, 1h30 minutes à l'entrée, 1h30 minutes à la sortie pour des personnes lambda, mais vraiment lambda de chez lambda qui veulent de l'écoute. Des personnes qui notamment la plupart du temps ne rapportent pas du tout. Mais il faut de l'altruisme. Il faut pouvoir se dire, OK, lui, je le vois là, donc je suis ici, je suis en train de parler avec toi, Guillaume, et je sens dans mon champ visuel qu'il y a un jeune homme qui est quelque part là et qui traîne. Je sens qu'il y a un monsieur là-bas qui traîne, et je sens qu'il m'attend de moi. Je converse avec toi, mais je sais que je vais devoir enchaîner plusieurs conversations. J'ai le choix de faire comme si je ne les ai pas vus et je trace mon chemin, ou j'ai le choix de dire, tu voulais me voir, tu avais besoin de quelque chose, et il s'approche, oui, monsieur Lopez, je voulais vous voir parce que je suis venu à l'entraînement, c'est un peu compliqué. Moi, je ne peux pas payer ma cotisation pour la semaine prochaine. Mais est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Et donc, je vais prendre le temps de comprendre sa situation, éventuellement de me retourner vers mon collègue Jonathan pour lui dire, laisse-le s'entraîner, s'il te plaît. C'est pas bien grave, laisse-le s'entraîner. Je vais voir un monsieur qui pense que son fils est un génie du MMA et qui veut absolument me faire comprendre ça en me disant, excusez-moi, ça fait 3 fois que je viens vous chercher, j'ai besoin de vous parler et tout. Mon fils est doué. Je pense qu'il a quelque chose de spécial. Je vais faire qu'il arrête les études. Je vais le mettre au MMA. Est-ce que vous pouvez m'aider dans ce sens? Voilà tous les process en fait par lesquels on peut passer. Et moi, j'aime beaucoup la qualité de disponibilité. Disponibilité pour écouter les gens, disponibilité pour voilà. Et ceux qui n'ont pas souvent l'écoute, ne blâmez pas directement le coach en disant il ne m'écoute pas. Ça veut dire qu'il y a un truc qui fait que vous ne l'intéressez pas, le coach. Soit parce que vous n'y mettez pas du vôtre. Moi, j'ai des élèves relativement bons, mais qui je n'écoute pas, je calcule pas. Parce que je vois que c'est une perte de temps. Parce que quand tu lui parles, ça rentre là et ça sort de l'autre côté. Tu sens qu'il n'y aura rien au bout. Il va être bon, il va chauffer un peu la salle, il va faire le guignol, mais il va jamais percer. C'est comme ça, c'est statu quo, ça va pas bouger. Et donc, ces personnes-là, bon, elles te parlent, bon, tu as déjà compris, tu fais le calcul et tu vois là. Donc, ces personnes-là, quand vous sentez que vous êtes avec un coach et que le coach ne vous écoute pas beaucoup et que ne vous donne pas le temps, ce n'est pas toujours parce qu'il est un mauvais coach. C'est qu'au bout d'un moment, ce que vous lui renvoyez ne permet pas qu'il donne le temps. Il a tellement beaucoup de gens à qui il doit donner le temps. Il va choisir les personnes qui vont considérer ce qu'il a à dire. S'il sent que vous n'écoutez pas ce qu'il a à vous dire, ça n'aura aucune importance pour lui de vous écouter derrière. Donc, où vous allez le voir et puis vous dire, OK, coach, est-ce qu'on peut discuter et voir
comment je peux améliorer ma position pour que j'ai un peu plus d'attention de toi, qu'on parle de mon projet sportif, ou vous vous séparez et vous allez voir un autre coach qui, pour le coup, aura peut-être une plus grande écoute pour vous. Mais en tout cas, voilà, pour moi, c'est capital, la disponibilité et bien entendu, après, la connaissance de la méthodologie, de tout ce qui est enfin, d'avoir quand même des méthodes, d'avoir des process, de se remettre en question et surtout, d'accepter qu'on ait des jeunes à côté de soi qui soient sachants encore mieux que nous. C'est très important, c'est capital. Surtout si on a un coach qui veut faire de l'expansion, il est capital de donner de l'ouverture à de nouveaux coachs. Il est capital de faire briller de nouveaux coachs. Il est fondamental que ça ne se repose pas sur vous, sinon vous allez craquer. Oui, parce que peut-être que là, pendant cette émission, là, il y a un coach qui veut justement faire de l'expansion. On en parlera peut-être une autre fois. Alors, poursuivons avec les questions. Chaque semaine, vous le savez, vous pouvez poser vos questions à Fernand Lopez. Ça se passe dans l'espace commentaire. On en sélectionne quelques-unes et puis il les répond, comme vous le savez, avec exhaustivité. Donc, question de Noobs 21. Question pour Fernand, comment les coachs et athlètes gèrent la récupération physique entre les rounds, des techniques de respiration ou une manière de s'hydrater de manière optimale? Alors, comment est-ce qu'on fait? Je ne peux pas dire de manière exhaustive ce que tout le monde fait. Je vais dire là ce que nous on fait au MMA Factory. Ce que nous on fait, c'est que la pause, il n'y a qu'une minute. On s'applique en fait sur ce qu'on appelle le cadre institutionnel. Le règlement dit qu'on a une minute de pause. Et dans la pause, il va falloir optimiser la réhydratation, le refroidissement et la remise, enfin l'organisation de la stratégie pour continuer la suite du combat, pour la suite du combat. Aujourd'hui, on a la chance, on ne s'occupe plus de blessures. Il y a quelques années, j'avais mis en place une espèce de formation coach et soins où on parlait de tout ça et on travaille beaucoup sur le cutman. De nos jours, le cutman devient, en tout cas pour les salles de sport, quelque chose de pas prépondérant. Pour les petites compétitions, oui, mais en général, même les compétitions au niveau national européen ont dorénavant des cutman. Il n'y a pas de compétition sans cutman. Sur Arès, on fait venir les cutman de l'UFC, les arbitres de l'UFC. Enfin, voilà, il y a du niveau. Maintenant, sur la minute de la pause, quand on arrive, il y a une espèce de décompte qu'on met en place. C'est fou parce que les connaissances prennent du temps à s'installer. Il y a encore quelques années, j'ai une vieille vidéo sur YouTube, mais une vieille vidéo, elle est datée de 10 ans, où je suis avec Sylvain Potard et je fais une vidéo pour le coaching. Et j'explique que dans le coaching, il faut faire un décompte. Et qu'on fait un décompte de 10 secondes pour laisser le temps à l'élève de pouvoir organiser sa respiration afin de boire. Parce que il arrive, il est en une situation qu'on appelle le chaos cardiaque. Le chaos cardiaque, c'est quelque chose où le cœur s'affole, il y a il y a une grosse accélération de battement du cœur, grosse amplitude respiratoire, grosse fréquence respiratoire, et donc du coup, ça empêche qu'on respire, qu'on puisse ingurgiter de l'eau proprement entre la sortie et les entrées des gaz. Et donc, faire un décompte fait que le gars peut faire ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. Cohérence cardiaque, c'est quoi? C'est simplement d'inspirer profondément, d'expirer profondément en essayant de contrôler ce chaos cardiaque qui se passe. C'est une méthode utilisée par des pilotes de chasse, c'est une méthode utilisée par des tireurs d'élite pour avoir le plus grand calme possible et retourner vraiment en homéostasie totale. Et donc, on fait le décompte. Le head coach, à la fin du décompte, donne de l'eau. Mais il a commencé déjà à parler. Il donne ces quelques consignes principales. Le principe est toujours le suivant. On fait la théorie du sandwich. Première partie de consignes qu'on donne, c'est la première tranche de pain. C'est tout ce que l'élève a fait de bien. On trouvera toujours ce qu'il a pu faire de bien. Même si le mec a fui tout le combat et a
merdé et il n'a pas pu boxer, on va lui dire, c'est bien, tu cours très bien. Il y a toujours ce truc-là à mettre en place. Des fois, les coachs se disent, à l'écoute, mais qu'est-ce qu'il raconte? Pourquoi il lui dit c'est bien? Non, le coach ne lui dit pas que c'est bien de manière totale. Il lui dit simplement c'est bien pour l'ouvrir à la discussion. Un être humain est automatiquement fermé à la discussion à partir du moment où on démarre le discours avec quelque chose de très négatif. Donc, trouver quelque chose qui soit vrai, qui soit authentique pour dire sur les quelques premières secondes quelque chose de positif, première tranche de pain. Ensuite, on met la garniture. Ce sont les choses négatives qu'il n'a pas fait et qu'il doit faire. Et ensuite, on termine par la dernière tranche de pain où on transforme ça en axe d'amélioration pour glisser vers le positif en disant continue à monter ta garde, c'est bien ce que tu fais. Par contre, n'oublie pas la consigne. N'oublie pas ce que je t'ai dit, tu fais ci, tu fais ci, tu fais ci. En gros, voilà ce qu'on a fait. Entre les 3 phases de théorie du sandwich, il y a les espaces où on laisse les autres coachs parler. Je donne ma consigne de baisser de respiration, je fais le décompte, je donne la parole à un coach en disant vas-y coach X, dans mon cas je vais dire Benjamin va donner ses consignes, boum, ça part, ensuite je vais reprendre la parole, ensuite je repasse à un autre coach, comme ça c'est extrêmement clair, c'est organisé. D'ailleurs, c'est organisé depuis le début. Quand on sort du coin, à moins de 10 secondes, il y a tel coach, il y a, je sais pas moi, dans le cadre du dernier combat contre Derek Lewis, je vais dire à Michael Goguge, quand ça sonne, tu ramasses le tabouret, tu me le mets dans les mains. Quand ça sonne, Benjamin, tu prends une serviette froide que tu vas poser sur les épaules de notre athlète, de Cyril. Moi, quand ça sonne, je m'occupe du seau et de la bouteille d'eau. Tout est organisé de manière à ce que quand on a le clap des 10 secondes de la fin, on a déjà tous nos objets dans la main. Dès que ça sonne, en fonction de s'il y a une blessure ou pas de blessure, il y aura 2 coachs qui rentrent ou un seul coach qui rentre dans l'octogone. À partir de ce moment, le système de refroidissement commence. Qu'est-ce que j'appelle le refroidissement? Ce sont les serviettes que vous me voyez poser sur les épaules de mes athlètes. En gros, ça correspond un peu à ce que la plupart des coachs font avec la poche de glace qu'on pose sur la nuque. Il faut comprendre à quoi ça sert la poche de glace qu'on pose sur la nuque. Elle est censée refroidir et rafraîchir l'athlète pour une meilleure récupération. Moi, pendant longtemps, j'ai observé ce qui se faisait de mieux pour pouvoir comprendre le service de recherche de l'INSEP avec Auschwitz, avec quelques chercheurs, ont montré que la cryoveste avait pris du chemin. C'est quoi la cryoveste? C'est ce qu'on appelle couleur veste. C'est en gros, c'est une espèce de veste qui a des poches de glace, des poches où on peut mettre des poches de glace pour le refroidissement. Et avec cette veste-là, on sait qu'on réduit considérablement la température et qu'on permet au corps humain de préserver l'énergie. En gros, pour qu'il y ait de la thermorégulation, pour que le corps humain régule la température et la baisse la température quand elle est très forte parce quand on est fatigué, quand on est en gros effort, il y a quand même une température du corps. Il y a quand même une certaine température qui doit s'évaporer du corps. Le corps est brûlant, il faut qu'il y ait une espèce de radiation qui va faire évaporer le corps et tout. Et pendant qu'il y a ce combat-là entre l'organisme qui doit envoyer toute son énergie pour refroidir le corps, bah, il y a la transpiration qui se fait, il y a cette évaporation. Du coup, si on refroidit le corps de manière artificielle avec une veste, comme la cryoveste, on va aider la thermorégulation et on va permettre au corps humain de récupérer un peu plus rapidement, de protéger, de conserver un peu d'énergie pour l'utiliser à bon escient sur le round d'après. Ne pouvant pas ramener la cryoveste lors des combats, et parce que ça prend un certain temps de l'habiller et de la déshabiller, ce qu'on fait, nous, c'est que les serviettes, on les trempe dans de l'eau avec de la glace, on les laisse mouiller pendant toute la préparation, 2 heures dans les vestiaires, et quand on arrive dessus, aujourd'hui, on ne peut plus ramener des seaux d'eau avec la glace parce que les grosses compétitions comme l'UFC l'interdit pour éviter qu'on ait la glace qui se verse dans la cage. Et donc, du coup, ce sont des sacs plastiques qui sont hermétiquement fermés et glacés.
Donc, cette serviette qui a été humidifiée va être classée et calée entre des sacs de glace pour qu'elle soit refroidie au maximum. Quand on arrive à la pause, on va étaler ces serviettes sur les épaules, sur la tête et sur les zones qu'on a envie de refroidir, la poitrine notamment, pour qu'il y ait cet effet réel. Parce que, encore une fois de plus, la poche de glace qu'on met sur la nuque, c'est gentil, mais c'est quelque chose qu'on continue à faire parce qu'on l'a vu faire dans les Rocky et dans les films il y a un siècle. Ça n'existe plus, ça ne sert à rien. C'est inutile. Donc, voilà quoi, mais on continue à le faire. L'idée, c'est vraiment de comprendre pourquoi on le fait et comment on le fait. Et donc, du coup, nous, on préfère ce truc-là, d'apporter des serviettes qui sont archi froides, qui vont rester dans un seau avec de la glace entre les rondes. Et à chaque fois qu'on sort et qu'on va voir notre athlète, on les ressort les serviettes, on refroidit avec. Et pendant ce temps, on se passe la parole pour lui donner les consignes avec la méthode du sandwich. Et puis voilà, finalement, c'est exactement ça. C'est ce peu de temps qui se passe en une minute. Ça va très, très vite la minute de pause. Et surtout, ce qu'il faut sur la minute de pause, sur la récupération, c'est le type de consigne qui va être efficace. C'est que lors du coaching, beaucoup de gens ne se rendent pas compte combien de fois c'est difficile pendant le combat, pendant les 5 minutes de combat en MMA. Il faut donner des consignes, mais il faut donner des consignes comme Ultra concise et extrêmement directe. non, au-delà du fait que ce soit concis, il faut donner avec une avance des médiums. En gros, ça ne sert à rien que je te dise, monte la garde, attention, tu vas être frappé. C'est trop tard, tu seras KO, tu auras pris des coups. Je te le dis en retard en disant, tu vois, tu prends des coups, monte la garde. C'est trop tard. Il faut que j'anticipe. Il faut que je puisse dire, attention, il va te mettre un low kick. De sa position qu'il a, de ce qu'il est en train de faire, il y a un low kick qui arrive. Attention, colle tes jambes contre la cage parce qu'il va mettre un crochet de jambe sur jambe derrière ton pied et il va te faire tomber. Et du coup, l'athlète va coller ses jambes parce qu'il est assis sur la cage. Il a ses jambes qui sont avancées. Il est en navigation à vue. Toi, le coach, tu dois pouvoir voir et dire ta jambe gauche, colle-la contre la cage. C'est ce qu'on essaie de faire. L'idée, c'est de dire de manière précise, ta main droite, enlève-la du sol, pose-la sur son biceps. Que ce soit très clair ce qu'on dit. On ne peut pas juste dire au gars, sors de là, sors de là. Non, ne tombe pas, refuse de tomber. C'est gentil, mais ça ne l'aide pas beaucoup. Quand on arrive à la pause, c'est l'occasion de redonner ces précisions-là très concises et tout, et très simples à entendre. Grosso modo, c'est un peu ça. Alright. Et ben voilà. Bah, c'était une réponse effectivement complète, Fernand, comme d'habitude. Deuxième question, et pas des moindres, de Saad Almi. Question pour Fernand. Que penses-tu de la descente en featherweight de Hooker, et penses-tu que ça peut donner un second souffle à sa carrière? Et j'ai même envie d'ajouter la descente en welterweight de Kevin Holland, que Fernand aime particulièrement aussi. Est-ce que pour toi, là, c'est pour les deux, hein, qui sont quand même des noms connus de leur catégorie respective, middleweight pour Kevin Holland et lightweight pour Dan Hooker, est-ce que ça va leur permettre de revenir un petit peu au top, ou en tout cas de connaître un second souffle? Les deux cas sont différents. Je pense que dans le cas de Kevin Holland, ce serait possible qu'il ait un second souffle. Il a beaucoup échoué déjà à 84 kilos. Il a définitivement un manque de puissance au sol. En tout cas, sur les phases de lutte, il est dominé outrageusement. Et donc, on peut estimer que même s'il n'est pas très technique en lutte, s'il avait ce qu'il fallait pour tenir le coup, physiquement, ce serait moins flagrant. Dans le cas de Dan Hooker, c'est pas pareil. C'est fou parce que les deux, je les apprécie particulièrement. Dan Hooker, c'est un mec, je suis fan de lui. Le mec, il n'a jamais d'excuses. Il ne donne jamais d'excuses. Il ne dit jamais, oui, je ne peux pas combattre parce que telle chose, je peux pas voyager parce qu'il y a le confinement en Nouvelle-Zélande, parce que je peux pas faire ceci. Non, il n'a pas de problème. Le gars, il est allé rester bloqué, je crois, 3 semaines à Abu Dhabi. Il le savait que s'il met les pieds à Abu Dhabi, il reste bloqué 3 semaines sans voir sa famille, ses enfants, machin. Il y est allé, il a quand même fait. Il y a peu de gens qui sont capables de faire des sacrifices comme ça pour un combat.
Donc voilà, il ne s'apitoie jamais sur son sort, on le sait déjà. C'est un guerrier, on le sait. Mais comment il a perdu ce combat, ce n'était pas une domination physique. Dan Hooker est déjà en difficulté pour faire le poids à 70 kilos. C'est laborieux pour lui pour faire 70 kilos. Euh, si Dan Hooker me disait j'ai envie de monter à 77, je pensais même que ce serait plus facile pour lui parce que les conditions de vie s'améliorent. Tu peux manger comme tu veux, enfin relativement comme tu veux jusqu'à la pause du combat. Tu es un peu plus détendu. Tu peux augmenter ta puissance. Je l'ouvrais plus dans ce sens, d'autant plus qu'il est archi grand quand même. C'est pas un petit. Mais dans le cas qui descend à 66 kilos, je ne pense pas que ce soit un bon plan. Ça va être très, très compliqué. C'est une vie sans vie. Tu n'as plus du tout de vie. Pour maintenir son poids et pouvoir faire le poids à 66 kilos, il va morfler salement. Il va devoir réduire ses apports à mort. Il va vraiment galérer. D'autant plus que je suis vraiment pas sûr qu'il aille briller dans cette catégorie-là. C'est pas une catégorie facile. Et non, je sais qu'il ne réchigne devant rien et qu'il fait toujours ses devoirs, mais je pense que là, il va loin. On verra bien ce que ça va donner. Peut-être, écoute, l'aspect placebo, j'aime pas le négliger. Et donc, peut-être ça va lui faire du bien de se dire que je suis plus grand que tout le monde dans la catégorie de featherweight et que je viens des lightweight, donc je suis puissant. Mais je ne suis pas sûr. Je suis pas convaincu que ce soit un bon plan. Bon, affaire à suivre en tout cas pour Dan Hooker. Dernière question, Fernand, question d'Azerty. Question pour Fernand, comment gérer en tant que coach / manager deux combattants du même club qui vont s'affronter dans un combat? Et surtout, est-ce que ça t'est déjà arrivé? Ah bon? Ah ben je sais pas. Ah, c'est une question. Est-ce que ça m'est arrivé ou c'est une affirmation que Ah non, c'est une question. Oui, c'est une question, oui. Okay. Non, je ne pense pas que moi je me rappelle pas. J'esquive ça en fait. J'ai toujours esquivé. Surtout en ce moment, le Management Factory a beaucoup grandi. Autant sur le MMA Factory, c'est clair, il n'y a aucune chance que ça arrive. On ferme toutes les portes, pas que les gars s'affrontent entre eux. Ça n'a pas de sens. Autant sur le management, c'est très difficile pour nous de pas le faire. On a des athlètes qui sont italiens, on a des athlètes qui sont pakistanais, on a des athlètes qui sont américains, on a des athlètes anglais. Et tous ces athlètes qu'on manage, des fois, on se retrouve dans une catégorie où on a concrètement 70 kilos aujourd'hui. Sur le Management Factory, on a quasiment les meilleurs 70 en Europe, mais on sait pas comment les faire, comment les amener à s'affronter. C'est quasiment impossible dans le sens où il y a un très grand risque d'instabilité et de déséquilibre de l'écosystème à partir du moment où tu fais affronter deux gars de ta team. De manière inexorable, il y aura un mécontent. Celui qui perdra va t'en vouloir et dira qu'il a perdu parce que tu as laissé le combat se faire et parce que tu as choisi un camp. Donc c'est quelque chose que j'évite au max. C'est pas possible de voilà quoi. L'équilibre dans l'écosystème est important et dès que tu te mets à donc voilà, je refuse systématiquement des personnes qui sont sous contrat avec le Management Factory d'affronter d'autres personnes du Management Factory. Dans le cas de Ali, par exemple, je ne sais pas comment ça fait pour bien se terminer. Après, ouais, moi je me disais peut-être aussi que quand ces différents clients s'affrontent, c'est à chaque fois pour des combats qui ont une importance telle qui fait que tout le monde est content. Par exemple, tu vois, Khabib, Justin Gaethje, Marlon Moraes contre Henry Cejudo, ou même là, Benil Dariush contre Islam, tu sais que le prochain a le title shot. Oui, c'est quasiment sûr. C'est pas une certitude. C'est quasiment sûr que si les deux s'affrontent, Darius qui affronte Makhachev, je pense que à partir de ce moment, oui, les deux peuvent faire la ceinture, mais devine quoi? Ça veut dire qu'il y a un autre client de Ali qui sera mécontent. Lequel? Justin Gaethje.
Non, non, parce que Justin Gaethje, je pense que là, le plan, c'est ce que Ali Abdelaziz a dit, donc qui est quasiment, en fait, maintenant matchmaker de l'UFC, hein. Il a dit, en gros, Justin Gaethje va prendre le title shot, et de leur Non, il va pas côté, prendre. tu penses pas? Non, c'est mort. C'est simple. C'est simple. L'UFC déteste les mecs qui traînent pour atteindre la ceinture. L'UFC veut des gens actifs. Euh, Justin Gaethje n'a pas été actif. Sur ses derniers combats, il a eu une victoire, une défaite. Et il y a eu un an Alors que, entre les deux combats, ouais. voilà, et alors que Darius est sur 7 victoires consécutives. Alors que Makhachev n'arrête pas de gagner et il demande tout le temps des nouveaux mecs qui veulent combattre tout le temps. Si ces mecs-là gagnent le combat, c'est mort. Justin Gaethje est mort. C'est quasiment sûr qu'il est mort. C'est un mauvais bail pour lui. Parce qu'il s'est mis dans une situation où il a fait attendre l'UFC. Il a fait attendre l'UFC. Quand on va voir que ces deux petits-là font un gros combat, celui qui gagne ce combat va court-circuiter et va prendre Poirier ou va prendre Charles Oliveira. Et ce serait des très beaux combats. Si, imagine Makhachev contre Charles Oliveira. Imagine le niveau démentiel de sol qui va se passer. Imagine Poirier contre Darius en main event où il n'y a personne qui veut attaquer les jambes, ça reste debout pour envoyer la sauce. Imagine les combats. C'est des matchs du siècle, tu peux pas. Non. Si Justin Gaethje, voilà, c'est ça le problème. C'est que là, aujourd'hui, Justin Gaethje va mettre la pression à Ali en lui disant, ne me lâche pas, frère. Il faut que j'ai ma ceinture. Ne me lâche pas. Sauf que de l'autre côté, lui, il a fait la bombe. Il a déjà lâché les deux jeunes qui vont s'affronter. Darius contre Makhachev. Imagine le conflit qu'il peut avoir. Il va devoir choisir un camp. Effectivement, celui qui est le plus éloigné des camps, c'est celui qui est des Kings MMA, qui est le plus éloigné d'Ali finalement. Donc, lui va dire, OK, d'accord, c'est comme ça que ça se passe dans ton management. Parce que je ne suis pas de EKE, parce que je ne suis pas là-bas, tu m'as laissé tomber, et nani nana. C'est tellement une usine à gaz. C'est tellement compliqué de faire affronter les gars de sa team. Ça finit toujours mal. C'est toujours... Toi, ce serait pas un rêve, ça? Enfin, un rêve, pardon. Peut-être un objectif dans le sens où, tu vois, imaginons dans un monde parallèle, Francis et Cyril seraient restés au MMA Factory, tu t'occupais d'eux. Je me dis que pour un manager, c'est un peu une situation royale où, bah, t'as les deux camps et tu négocies avec l'UFC où là... Bien sûr, ouais. mais bien sûr, c'est-à-dire que très, très honnêtement, aujourd'hui, oui, ça donne envie. Ce dont je rêve un jour, c'est d'avoir un maximum de gars qui sont en train de combattre parce que ça veut dire que c'est bien pour eux, parce que ça veut dire qu'on avance et parce que ça veut dire qu'on est bon. Ali est bon d'avoir autant de mecs qui soient capables de faire la ceinture. C'est juste qu'il est très, très bon. Il n'y a rien à dire. Ça, c'est un débat. Mais il y a un autre débat qui est est-ce que c'est confortable? Est-ce que ça amène la paix? Non. Lui, il aime beaucoup l'idée de broda. Broda, ça a une limite. C'est que dès qu'il y a cette histoire-là de... Regarde bien le tableau. Justin Gaethje, il est là, il est assis, il se dit, j'ai ma ceinture qui arrive. Le manager lui dit, t'inquiète pas, le plan, il est bien fait. Tu vas prendre la ceinture et l'un de nos gars va venir t'affronter que si tu as déjà la ceinture. Sauf que ce n'est pas lui le matchmaker de l'UFC. Ça, c'est comment il va pousser pour que ça se passe. Mais encore une fois de plus, je te dis, le public, heureusement que Justin Gaethje a le public avec lui, mais en termes de mérite, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo du tout. Darius et Makhachev sont loin en avance. Et je te dis encore que rien que si tu prends Makhachev qui gagne le combat contre Darius, encore si Darius gagne le combat, Ali n'aura pas du mal à lui dire, bon, vas-y, attends un peu. C'est pas bien grave. Mais dire à Makhachev d'attendre, c'est dire à Khabib d'attendre. Dis à Khabib d'attendre parce que tu veux faire passer Justin Gaethje, pétage de plomb. Donc, c'est un peu tendu quand même, tu vois. Encore une fois de plus, c'est le rêve de tout manager parce que de toutes les façons, on est en train de parler. Moi, la dernière fois, on était avec Nassourdine
Et il y avait le combat de, je sais plus qui combattait, c'était Ousmane Camaro qui combattait contre, Colby? euh, voilà. Et puis on avait Ali qui était là et qui est en train qui est revenu après à la fin de la pesée de tout quand il était tout seul, Lucente, euh, Vicente euh, Luque, ouais. Vicente Luque qui était là tout seul, et que tu vois l'état d'esprit de Vicente Luque avec son coach, parce que Vicente perdait le poids, il n'a pas pu faire exactement le poids, et à la fin, il y a Ali qui vient le voir. En gros, il est là, il est content parce qu'il s'est dit, bon, il a pu jouer le rôle de remplaçant et il va rentrer chez lui avec un petit chèque. Il va quand même avoir son petit chèque parce que on l'a utilisé comme étant le spare. Si jamais il y a un qui se blesse entre Covington et Ousmane, il combat. Sauf que Ousmane et Ali, c'est quand même bien taille, bien lié. Luque, c'est bien, il sert à rafistoler les choses et tout. Tu te retrouves tout dans la situation où on va te juger de dire que, bon, tu as quand même choisi ton camp. On sait bien ce que tu fais. Et donc, ouais, c'est compliqué comme situation. C'est quelque chose d'envier d'avoir autant de personnes à ce niveau-là. C'est tout ce que je souhaite au Management Factory, qu'on continue à faire des résultats et qu'on arrive à ce genre de process. Mais cependant, il faut le dire, c'est pas une tâche facile. Et bah voilà, bah c'est parfait, c'était l'épisode King Energy de la semaine, merci Fernand pour toutes ces réponses. Vous le savez, Road to the Millie, Fernand l'a dit, cette page, cette chaîne ne devrait pas avoir moins d'1 million, donc voilà, nous exécutons petit à petit. La semaine prochaine, je tease du très très lourd parce que les gars, il y aura preview d'Ice Fighting Championship Volume 2, preview de Dustin Poirier, Charles Oliveira. Fernand va venir avec des analyses et des hot takes, vous n'êtes pas prêts. Et puis surtout, vous allez voir un peu ce qui se passe pour le coaching durant l'avant, pendant et après combat. Voilà, masterclass après masterclass. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Et aussi, dernier point, et pas des moindres, vous le savez, il y a un canal dédié à King Energy sur le format podcast. Donc ne tapez pas la sueur, vous tapez King Energy et c'est disponible sur toutes les plateformes. Fernand, est-ce que tu avais quelque chose à ajouter, un dernier mot pour les milliers de personnes qui t'écoutent? Rien du tout, pas grand-chose, si ce n'est que, effectivement, cette chaîne mérite 2 millions. Ça veut dire qu'on est au 10e de ce qu'on doit faire. Il faut que ça bouge. Bah voilà. Allez, let's go! À la semaine prochaine.